Un plaisir de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. À la une, la COSI Bénin dit non au saucissonnage des primes de rentrée. Noël Chadaré, premier responsable de cette confédération syndicale, s'oppose à l'idée d'échelonner les 4 primes dues aux enseignants à l'orée de l'année scolaire qui s'annonce. Pas question de retarder le paiement des primes de nuit et de journée pédagogique de l'année écoulée ou les 2 autres relatives au démarrage de 2023-2024. Il exige le virement de tous ces émoluments avant le retour en classe le 18 septembre prochain. De la mode coiffure dans ce 13h au Bénin avec la découverte des nouveaux modèles de la forme de tresse à féfé. Ce type de coiffure dame a résisté au temps tout en se modélisant au fil des années. Nous serons dans les ateliers de coiffure de Cotonou dans quelques instants pour voir de près ces innovations des artisans locaux. 2-1 en faveur de Wando FC face à Puma Football Club en finale du tournoi de football Petit Camp, la Coupe de l'Union. La première édition de cette compétition initiée par Vitali Boton s'est achevée sur une note de satisfaction. 12 équipes de divers quartiers du 5e arrondissement de Porto Novo ont participé un mois durant à ce tournoi de proximité. On commence avec l'Institut national de la femme, INF, qui est en atelier de validation de son plan stratégique. La session ouverte hier à Cotonou fait suite à l'atelier de prévalidation du document ayant réuni les différentes parties prenantes les 8 et 9 août dernier. Les travaux de validation vont permettre de s'accorder sur la fiabilité du contenu du plan avant de le rendre disponible et accessible aux utilisateurs ainsi qu'aux contributeurs. Voici le compte rendu avec Ouliat Sanoussi. Une journée pour valider le plan stratégique de l'Institut national de la femme. À ses côtés, le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, son partenaire technique et financier, l'équipe de consultants, des organisations de la société civile et des représentants des ministères sectoriels avec qui l'INF collabore. La session intervient après l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes les 8 et 9 août dernier à Cotonou. Jusqu'à présent, les observations qui ont été faites ont été de nature d'abord à confirmer, on va dire, la qualité des documents qui ont été produits, à savoir d'un côté les résultats d'une étude diagnostique mais quantitative, une étude, un cadre logique qui a été proposé, un plan stratégique qui a été proposé et également un plan de renforcement des capacités sur lequel nous allons nous pencher cet après-midi. Et ce qui ressort, c'est l'importance d'abord de l'affirmation, on va dire, de la place de l'Institut national de la femme dans, d'un côté, la promotion du leadership et de l'autre, la lutte contre les violences faites aux femmes. La question de l'éducation qui doit être centrale parmi les solutions que nous préconisons. Donc une éducation à la non-violence à l'égard de la femme, une éducation au respect, à l'égalité de traitement entre filles et garçons, éducation qui doit commencer dès la base. Au regard des problématiques autour des discriminations et des violences faites aux femmes, des questions de représentativité, de promotion et de l'autonomisation de la femme, il est important pour le PNUD de se tenir aux côtés de l'INF pour l'accompagner dans cette noble mission. Étant entendu que l'INF, c'est une nouvelle institution, un nouveau mécanisme mis en place par le gouvernement du Bénin, donc nous devons accompagner cette institution déjà dans le renforcement de ses propres capacités, la mise en place d'un plan stratégique, outil de base justement qui va cadrer les interventions de l'INF. Donc cet accompagnement prend corps dans l'élaboration d'un document stratégique sur la capacitation de l'INF. Et pour ce faire donc, le rôle du PNUD, c'est non seulement d'apporter son appui, mais également de solliciter tous les partenaires qui travaillent autour de cette thématique et de les regrouper donc autour de l'INF. C'est maintenant que l'opérationnalisation de l'INF et une meilleure visibilité de sa présence sur le terrain, c'est maintenant que ce temps est arrivé. Nous avions besoin d'un outil stratégique et nous avions également besoin d'asseoir les bases des différents partenariats, des différentes interventions et du séquençage de nos actions sur le terrain. Et c'est avec cet outil stratégique que l'opérationnalisation va devenir mieux articulée. Je crois que c'est une autre saison qui commence avec l'Institut national de la femme. Après 2 années d'existence,
Une nouvelle saison commence donc pour l'Institut national de la femme avec ce plan stratégique, ayant entre autres pour mission de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites à l'égard de la femme. L'INF souhaite l'avènement d'un Bénin dont le développement économique et social est durable et inclusif. La première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest a pris fin depuis juin dernier et une autre est envisagée pour renforcer les acquis. C'est dans ce cadre que les différentes parties prenantes sont à Cotonou depuis hier pour un atelier de 3 jours devant permettre de faire le bilan de la mise en œuvre du programme et de réfléchir aussi sur la formulation de la phase numéro 2. Le programme est soutenu financièrement par la coopération suisse, nous dit Idrissou Boukari. Les acteurs majeurs du secteur de l'élevage prennent part à cet atelier de restitution de l'étude d'évaluation finale et de capitalisation de la phase 1 et de formulation de la phase 2 du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Le parc Bao a été lancé en juillet 2018 suite à la signature de convention d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA entre la coopération suisse et la CEDEAO. Les différentes parties prenantes venues des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad sont à Cotonou pour faire le bilan du chemin parcouru. La principale attente de la coopération suisse peut être exprimée comme suit. Qu'est-ce que la CEDEAO et les États membres retiennent de ces projets comme stratégie et actions pertinentes pouvant dynamiser davantage le commerce régional du bétail? La Suisse maintient son engagement à contribuer aux options stratégiques que la CEDEAO aurait validées à partir des expériences réussies des différents projets. Il est ici question, et je pense que ce sera ça qui vous occupera pendant ces 3 jours, de travailler sur un peu l'état des chaînes de valeur bétail-viande de la sous-région, caractérisée par la non-adéquation de l'offre et de la demande régionale en bétail et en viande, le coût très élevé de l'acheminement du bétail depuis les zones de production vers les marchés de consommation. C'est toute cette interdépendance donc, de l'interland et de la côte. Le parc Bao élaboré par la CEDEAO marque l'opérationnalisation du volet commercialisation du programme régional pour l'investissement et le programme de l'élevage dans les pays côtiers. Organisé par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, l'atelier de Cotonou vise également à définir des perspectives pour la deuxième phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Je peux vous rassurer que nos actions dans le secteur sont en phase avec la politique agricole régionale, comme je l'ai souligné tantôt, et avec le programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, PAC Bao. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les acquis de la première phase du PAC Bao puissent nourrir nos actions en cours en matière de développement de l'élevage et que le Bénin puisse participer directement à la nouvelle phase pour consolider davantage ces actions dans un esprit d'intégration économique sous-régionale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, 16 projets ont été financés dans 10 pays en Afrique de l'Ouest et au Tchad. Ces assises de Cotonou permettront également aux participants d'évaluer le programme et surtout son impact sur les populations vivant dans l'espace communautaire. L'association Alpha Taka, en collaboration avec la direction départementale de la santé d'Anga et la mairie de Djougou, accompagne le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Cette organisation non gouvernementale caritative, appuyée par Al-Hidaya de Koweït, a initié une vaste opération de distribution de moustiquaires imprégnés, de carnets de soins et de thermomètres électroniques. La campagne de distribution de moustiquaires et intrants est couplée avec le test de dépistage gratuit et de prise en charge des cas positifs simples chez les enfants et les femmes enceintes. Abdou Sahabi Idrissou. C'est une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés, suivie du test de dépistage gratuit du paludisme, qui mobilise les populations au centre de santé de Partago, commune de Djougou. Initiative de l'association Alpha Taka.
L'opération s'inscrit dans le cadre de son projet de lutte contre le paludisme, un projet destiné à contribuer à l'amélioration des indicateurs du paludisme dans la Donga. Toujours dans le souci de soulager les peines des populations, l'association Alpha Taka et ses partenaires Al-Hidayah de Koweït, en collaboration avec la DDS Donga et la mairie de Djougou, accompagne le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Elle vient à cet effet offrir des kits composés de moustiquaires imprégnés, de thermomètres électroniques, de carnets de soins et de médicaments pour la prise en charge des cas positifs simples. Malgré les mesures curatives et préventives prises par l'État central pour freiner le mal, plus de 50% de mortalité infantile reste liée au paludisme. C'est donc pour inverser la tendance que les donateurs ont jugé bon de venir en aide à ces couches défavorisées. Je voudrais du haut de cette tribune remercier les donateurs de l'association Alpha Taka pour tout ce qu'ils font pour le développement de la commune de Djougou et du secteur de la santé dans tout le département de la Donga. C'est le moment idéal pour moi de les inviter à continuer à l'œuvre utile qu'ils font dans tout le département de la Donga. Les populations de Kolokondé et de Tchalenga, respectivement dans les communes de Djougou et de Waké, ont également bénéficié de ces différents kits et intrants pour prévenir et lutter contre cette maladie qui tue plus que le VIH-Sida. Quand nous prenons la commune de Waké, l'arrondissement de Tchalenga fait partie de ces arrondissements où le taux de paludisme est élevé. Donc, grâce à l'ONG Alpha Taka, nous avons bénéficié d'un lot de moustiquaires, des comprimés de CTA. Si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, c'est grâce à la bonne volonté de l'association Alpha Taka, qui est un partenaire stratégique pour la commune de Waké, en ce sens qu'il nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre des actions au niveau communautaire. Dans le cadre de ce projet, plus de 2000 personnes sont impactées par le geste de Alpha Taka dans les différentes localités de la Donga. Par ces différentes œuvres sociales, cette ONG démontre à la face du monde son souci d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. Encore quelques jours et enseignants comme apprenants vont reprendre le chemin des classes pour une effectivité réelle de cette rentrée scolaire 2023-2024. La COSI Bénin s'insurge contre le retard et le mode de paiement des primes de rentrée annoncées par les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires. La répartition des primes n'est pas du goût des enseignants, au dire de Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, que je vous invite à suivre. On parle de rentrée apaisée, et on souhaite une rentrée apaisée. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de mouvement de mécontentement, de débrayage, et qu'il n'y a pas eu même des moindres manifestations dans les écoles. Et je crois que ça a contribué d'une manière ou d'une autre au résultat. Et on souhaite vivement que la rentrée qui arrive soit une rentrée qui connaisse aussi un déroulement normal. Parce qu'il y a des choses qui pourraient fâcher les enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants sont informés de sources dignes, n'est-ce pas, de foi. On a écouté le ministre de l'enseignement maternel primaire dire que n'est-ce pas, les primes de rentrée seraient des primes qui seront saucissonnées. 2 primes seront données, n'est-ce pas, à la rentrée, et les autres vont être saucissonnées et réparties sur les salaires. Les enseignants sont contre cela. Et par ma voix, disent qu'ils protestent. Et non, contre ça.
On n'est pas d'accord. Parce que c'est un acquis. Et l'esprit qui a présidé à la paye de ces primes, c'est qu'il faut... Le gouvernement antérieur, le président ont choisi de faire comme ça parce que les enseignants ont besoin de cela pour effectuer une bonne rentrée. Donc c'est dans la tête de tout le monde ils ont déjà budgétisé ça pour leur rentrée. Donc le gouvernement doit savoir que les enseignants ont déjà budgétisé cela pour la rentrée. Et à juste titre, parce que c'est la prime de nuit. L'année scolaire est terminée, c'est pour l'année 2022-2023. La prime de nuit, la prime de rendement ou de gratification, c'est pour l'année qui est écoulée. La prime de rentrée se paye à la rentrée. Et la prime de journée pédagogique, c'est les deux autres primes. Journée pédagogique, c'est bien prévu déjà les 7 prochains. Et pourquoi on va prendre ces deux primes-là pour dire qu'on va les répandre, on va les répartir? Les enseignants ne sont pas d'accord parce que c'est un acquis. Ce sont des acquis et il faut éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est une sorte de provocation. Et la COSI Bénin a déjà envoyé une correspondance à ces deux ministres pour leur dire il ne sera pas question de procéder comme ça. Si vraiment ils veulent que les choses se passent bien, il faut qu'ils évitent de nous provoquer. On ne peut pas décider, même si on devait faire comme ça, on devait discuter avec les responsables. On devait discuter de l'opportunité ou non. Mais on décide comme ça tout de go, on ne peut pas infantiliser les enseignants. Et ça mérite vraiment une réponse de la part des enseignants si ça venait à être fait. On n'est pas d'accord avec ça. Et voilà, le désaccord des enseignants porté par Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Vie associative dans la suite de cette édition, l'Union pour le développement d'Aklankpa UDA relance ses activités à la faveur d'un congrès ordinaire tant souhaité. Ce creuset d'échanges entre les natifs de cet arrondissement de la commune de Glazoué a pu se réunir. Les retrouvailles ont également conduit au toilettage des tests de l'UDA ainsi qu'à l'élection d'un nouveau bureau. L'équipe de 22 membres est présidée par Justin Tougan. Imet Hélène Amoussou. Très attendues par les uns et les autres, les assises viennent aussi en réponse à une exigence légale. Elles consacrent le congrès ordinaire qui relance les activités de l'Union pour le développement d'Aklankpa UDA. Chers congressistes, retenez que malgré tout, il nous reste un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, ce congrès est appelé à jouer un rôle primordial pour l'avenir de notre cité. À cet effet, qu'il me soit permis, chers congressistes, de vous demander d'être dignes pour allumer les esprits et faire du suif le plus vil une lumière. Je vous demande, à la manière d'Aimé Césaire, d'être rebelle à toute forme de vanité, mais de rester fidèle à son génie comme le poing à l'allongé du bras, pour être consacré, exécuteur et dépositaire des œuvres hautes. Car ici, c'est le moment de nous cèdre comme un vaillant homme. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de tous les 10 filles et fils d'Aklankpa qui ont courageusement combattu le bon combat, celui de la libération et de l'indignité. Je pense particulièrement à notre frère, le citoyen de valeur, feu ambassadeur Amoussou Yao Georges, premier président et membre fondateur de l'UDA, et de Landéoué et Seadoudé Aimé, membre du bureau exécutif communal. Porté sur les fonds baptismaux en 1985, le Creuset était à l'époque le deuxième au plan national. Il a longtemps fait la fierté de ses fondateurs ainsi que des populations avant de connaître une longue période de léthargie. Ces retrouvailles sont le fruit d'un processus engagé depuis plusieurs mois en vue de redynamiser l'Union. Venus des 4 coins du pays, les congressistes se sont retrouvés à la maison des jeunes de la localité. Pendant toute une journée, ils ont réfléchi et débattu de différents sujets au thème des travaux en atelier et en plénière. De nombreuses résolutions ont été prises. Aklankpa est l'un des arrondissements du département de Collines qui, non seulement l'arrondissement le plus peuplé, mais c'est l'arrondissement qui fournit à plus de 75% le marché de Gomina en vivrier. Donc on a toutes les chances. Nous allons nous revoir et véritablement nous puissions, la main dans la main, redynamiser ce que nos anciens, nos aînés, nous ont légué. En termes d'appel, j'invite les uns et les autres à faire taire nos différents querelles pour qu'ensemble nous soyons forts. Et je compte, je suis sûr qu'avec les nouvelles donnes, avec la volonté
l'engagement des uns et des autres, nous allons tout faire pour le développement de Klankpa. L'autre étape non moins importante de ces assises a été le toilettage des tests qui régissent le fonctionnement de l'Union. Ce travail a été couronné par l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. L'équipe composée de 22 membres est présidée par Justin Tougan. Elle s'assigne entre autres missions de travailler à l'unité et faire davantage rayonner à Klankpa. Je vous en ai dit un mot en sommaire. La tresse, communément appelée aféfé, est une des variétés africaines les plus répandues depuis des décennies au Bénin. À l'origine, c'est un style de coiffure purement artisanal. Aujourd'hui, il en existe plusieurs modèles et des dames l'adoptent assurément. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de ville à Cotonou pour en savoir davantage sur l'actualité de cette tresse. Elle est l'une des tresses africaines la plus répandue et ceci depuis des décennies. Communément appelée aféfé, cette tresse tant prisée par les femmes de tous âges garde toujours sa valeur au fil du temps. La tresse aféfé existait depuis longtemps. C'est une tresse qui ne se démode jamais et ne se gâte pas vite. Il y a des gens qui le font avec des mèches ou simplement avec leurs propres cheveux. Cette tresse garde les cheveux en bon état. Les gens préfèrent actuellement la tresse aféfé parce qu'elle ne se démode jamais. Cette tresse, couramment appelée aféfé, est à l'origine un style de coiffure purement artisanal. Pour la plupart des femmes rencontrées dans la ville de Cotonou, plusieurs raisons sous-tendent leur préférence pour cette tresse qui, au dire des coiffeuses, occupe une place très importante dans la galerie des tresses. Moi, j'aime aféfé parce que c'est naturel. Les mèches, ça dérange un peu, surtout à Cotonou, au Bénin, ici, la chaleur, ça dérange. Aféfé dure beaucoup sur la tête. Elle a une finesse qui ne dit pas son nom. Tressée avec ou sans mèche, elle offre une panoplie de choix de modèles aux dames. Serrée ou lâchée selon le modèle choisi, toutes les couleurs de mèche peuvent être utilisées pour confectionner ce type de tresse africaine. Il y a plusieurs formes pour aféfé. Dans l'ancien temps, c'était appelé aféfé écaillé. Maintenant, il y a aféfé zéro douleur, aféfé carré, aféfé triangle, etc. On peut en faire de longs ou de petits. Nous faisons selon le choix de la cliente. Nous faisons aussi le aféfé communément appelé tire-bouchon. Avec l'évolution de la mode et des astuces de beauté féminine, aféfé a subi de nombreuses transformations au fil du temps. Tressée le plus souvent directement sur le crâne, elle se confectionne aussi en perruque depuis quelques années. Un style de tresse à la portée des bourses de toutes celles qui la désirent. Dans ce même registre, les mèches de couleur sont devenues une tendance chez les jeunes filles et les femmes depuis quelques années. Pour la plupart, elles choisissent de se tresser ou de se coiffer avec ce type de mèche pour davantage ressortir leur beauté. Par contre, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais quel est le regard de la société sur cette question? Élément de réponse dans ce document réalisé par Princia Adjevi et Ouliat Sanoussi. Elles existent de toutes sortes sur le marché, qu'elles soient de couleur rouge, bleu, vert, violet, blanc,
Noires et autres, ces mèches utilisées pour la coiffure se retrouvent sur les têtes de nombre de jeunes filles et femmes de tous âges dans la ville de Cotonou. Et pour la plupart, c'est un choix fait à dessein. J'aime cette mèche. J'aime la couleur. Je fais ça parce que ça me rend belle. Comme je suis de teint clair, j'ai fait la mèche de couleur rose pour pouvoir faire sortir un peu mon teint. J'aime les mèches de couleur, mais ce n'est pas toutes les couleurs que j'aime. Il y a des couleurs qui sortent la nature, la beauté de la femme, et il y a des couleurs qui ne donnent pas un bon aspect aux femmes. Importées d'un peu partout, ces mèches de couleur offrent une multitude de choix à toutes celles qui s'en procurent. Chacune y va selon sa préférence et sa perception de la chose. Les clients aiment les mèches couleurs. Quand ils font ça, ils sont à l'aise dedans. Maintenant, il y a des couleurs rouges, des couleurs blancs. J'aime pas trop, mais je ne peux pas les condamner aussi parce que c'est leur choix. Parfois, la mèche de couleur, les gens pensent que vous êtes des prostituées. Des fois, ils pensent que vous n'avez pas reçu d'éducation. Je sais que si je fais des couleurs comme ça, telles que qui est sur ma tête, j'aime ça. Parce que ce n'est pas les couleurs à regarder de loin qui est attirant. Mes couleurs, c'est rien. C'est comme si tu as porté pas un violet aujourd'hui, le lendemain tu veux rose. C'est un truc comme ça. Si tu fais noir, si tu as envie de faire couleur, tu vas le faire. C'est rien. La société pense comment tu vas être à l'aise dans tout ce que tu fais. Le regard de certains hommes sur les femmes qui adoptent ces mèches de couleur n'est pas tout autre. De leur côté également, les avis sont partagés. Ça dépend de tout un chacun de nous, ce qu'il veut, ce qu'il trouve normal. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Le goût est une affaire de relativité. Et chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Toutefois, l'incidence spirituelle de ces mèches sur les femmes nous fait peur. Je n'accuse pas aveuglément les femmes. Hommes que nous sommes, je nous connais. La femme, elle se met toujours dans la posture de toujours mieux faire, de toujours faire pour plaire. Surtout plaire à l'homme qu'elle désire, qu'elle aime ou bien l'homme avec qui elle est. S'il faut choisir, je préfère la couleur noire, mèche bien sûr, mais bien natter les cheveux avec, pas exagéré, bien noir, je la préfère. Selon le sociologue, la société est en pleine mutation. Celle-ci laisse corps au développement de nouvelles pratiques et de nouvelles modes d'esthétisation. Ainsi, chaque génération a sa nouveauté, son style de vie, ce qui déteint sur la qualité et le comportement. Lorsque vous observez de près, c'est certainement un modèle qui est importé, soit on a vu une star qui l'a apporté et ça fait effet. Soit c'est un modèle, c'est une personne à qui on voit une idole, qu'on veut se l'approprier et qu'on a coopté son style. Et lorsque deux personnes l'a fait, ça veut dire c'est l'évolution de boule de neige. Donc c'est ça qui justifie le fait que la tendance est observée comme ça dans la société aujourd'hui. Au départ, il faut comprendre que les jeunes filles qui portaient des mèches à couleur, on avait un regard assez stigmatisant, assez étiqueté sur ces jeunes filles, parce qu'on pense que c'est des filles qui n'ont pas de bonnes mœurs, c'est des filles qui ont de mœurs légères. Attention, il faut accepter aujourd'hui que ça a migré, pour ne pas dire que c'est accepté aujourd'hui dans la société, et qui fait que non, ce regard, cette représentation, cette conception qu'on a de ces jeunes filles, non, ça a changé, et on les conçoit aujourd'hui comme tout le monde. Donc du coup, la représentation qui hier était négative, aujourd'hui ce n'est plus négatif. Non, parce que c'est devenu une pratique habituelle, c'est connu dans nos sociétés. Et des mamans, des jeunes filles, tout le monde le fait parce qu'on a fini par l'accepter. Les mèches de couleur constituent une mode, un style de vie et un choix pour ces filles et femmes qui en font usage. Et s'il est vrai qu'il faut se faire belle en utilisant ces mèches, il est aussi évident que cela ne reste pas sans jugement chez les uns et les autres. Ce journal va s'achever en sport. La première édition du tournoi de football Petit Camp dénommé la Coupe de l'Union, initiée par Vitaly Boton, a connu son épilogue. Pendant environ un mois, plusieurs équipes venues de tous les quartiers des 5 arrondissements de la ville de Porto Novo ont croisé les crampons. La finale a opposé les équipes de Wando FC et Puma FC. Suivons le reportage.
C'est le clap de fin de la première édition du tournoi dénommé Coupe de l'Union qui aura mobilisé pendant 27 jours, sous l'initiative de Vitali Boton, toute la jeunesse du 5e arrondissement de Porto-Novo. Sur 12 équipes au départ, ce sont les équipes de Puma FC en jaune et de Wando FC en noir qui ont discuté la finale. Pendant 80 minutes, les deux équipes ont montré de belles performances, mais malgré la résistance de Puma FC, c'est l'équipe de Wando FC qui est sortie victorieuse sur le score de 2-1. En initiant ce tournoi, Vitali Boton avait des objectifs à atteindre. Nos objectifs étaient multiples, mais les plus principaux, c'était d'abord d'occuper les jeunes. Vous savez, nous sommes en période de vacances et il nous paraissait important de mobiliser les jeunes autour d'une activité saine. Et donc on a estimé que le football étant un sport mobilisateur, un sport rassembleur, on a voulu utiliser ce créneau-là pour mobiliser donc la jeunesse et occuper les enfants qui sont actuellement en vacances. Maintenant, au-delà de ça, vous savez que actuellement il y a une politique de promotion du sport à la base mise en place donc par le gouvernement en place. Nous avons voulu prendre notre part dans cette activité-là. Si les objectifs de cette première édition ont été atteints, c'est grâce au soutien des partenaires. Et c'est pourquoi Vitali Boton a reconnu à chacun son mérite. On a voulu se mobiliser autour donc d'un idéal et je constate qu'effectivement, nous avons tenu le pari. C'est le moment de vous le reconnaître. Je salue donc ce fair play-là de tous les joueurs, de tous les supporters, tous ceux-là qui, pendant un mois, étaient au rendez-vous avec nous ici. On en a tellement que je ne voudrais pas les citer au risque d'en oublier. Nous avons assisté à une grande finale d'où nous avons eu des talents, des jeunes talentueux qui ont prouvé de quoi ils sont capables. Monsieur Boton, je voudrais vous demander de le multiplier et de ne pas laisser compter à ce public sportif cet événement prochainement. Il faut le multiplier à chaque vacances. Dieu vous aidera à le faire. Merci à notre frère Vitali Boton pour nous avoir donné cette belle occasion de partager des moments intenses de loisirs sains et de contribuer à la promotion du sport à la base, à l'émulation de la jeunesse et à la révélation des talents. Merci à tous et vive le sport, vive le Bénin, je vous remercie. Les deux premières équipes de ce tournoi ont reçu chacune un trophée et une enveloppe financière. En plus de ces prix, le meilleur buteur, le meilleur coach et le meilleur partenaire ont été récompensés. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.